Et peu importe les signaux que la Russie envoie, et nous les comprenons, ils aimeraient exclure la présence des Européens. Cela n'est pas possible. Ce sont des choses différentes. Ok, vous n'avez certainement pas encore vu cette interview. Suivant. Monsieur le Président, la question est un suivi également concernant la réunion de Berlin. J'aimerais savoir comment vous évaluez les progrès réalisés sur le plan diplomatique pour tenter de trouver un règlement afin de mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine et si vous prévoyez également une rencontre prochainement avec Donald Trump, ainsi que si vous pensez que les engagements exprimés par les dirigeants européens pourraient réellement remplacer l'article 5 et l'adhésion à l'OTAN. Je vous remercie. Avec la partie américaine. Pourquoi ? Parce que dans notre dialogue avec l'Amérique, nous avions plusieurs formats, plusieurs documents, et je crois qu'il y a des progrès dans notre dialogue. La question est que cela fait partie du processus de négociation. Ensuite, les États-Unis prennent les modifications, certains points de nos discussions, et communiquent avec la partie russe. Jusqu'à présent, je n'ai aucun retour sur nos derniers progrès. Je ne l'ai tout simplement pas. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Mais dans les prochains jours, nous le dirons certainement. Et je crois que la fréquence de nos rencontres est aussi un progrès. C'est ainsi que je le perçois pour l'instant. Peut-être qu'ici, il y a plus d'optimisme que de réalisme, mais c'est notre réalité. Nous vivons en nous battant pour nous-mêmes et croyons que nous réussirons en tout. Concernant les garanties de sécurité et la présence des dirigeants européens. Nous ne pensons pas que l'Europe doive remplacer les États-Unis. Et nous considérons certainement les États-Unis, les garanties de sécurité américaines de la même manière, qui seront similaires à l'article 5, et nous n'aurons pas besoin du soutien européen. Ce sont des choses différentes. Et peu importe les signaux que la Russie envoie, et nous les comprenons, ils aimeraient exclure la présence des Européens. Cela n'est pas possible. Ce sont des choses différentes. Cela ne veut pas dire que l'Europe, s'il y a une nouvelle agression de la Russie, pourra se battre par sa seule présence. Personne ne dit cela. La présence de l'Europe réduit les chances, le pourcentage d'agression de la part de la Fédération de Russie. Certainement. Le nombre de pays, le nombre de drapeaux, pour ainsi dire, la grande présence qui existe dans la coalition des volontaires. D'une manière ou d'une autre, quel que soit le nombre de chaque pays, cela représente de grands risques pour déclencher une nouvelle agression contre l'Ukraine. C'est pourquoi la présence de l'Europe est importante pour nous. Maintenant, lorsque nous parlons d'une garantie de dernier recours, avec les États-Unis, nous parlons de renseignements et de garanties de sécurité, de solides garanties de sécurité de la part des États-Unis, sur lesquelles nous comptons. Nous ne pouvons pas fournir tous les détails aujourd'hui. Mais lorsque nous parlons de l'article 5 de l'OTAN, nous comprenons que cela signifie une réponse adéquate à l'agression. Et nous discuterons de ces détails avec nos partenaires. Ce que nous comprenons, c'est qu'il s'agit d'un article juridiquement contraignant. Tout d'abord, vous avez qualifié les garanties de sécurité offertes par les États-Unis d'un premier projet présenté à Berlin. Les Américains disent qu'ils vont l'envoyer au Sénat pour qu'il soit ratifié et devienne juridiquement contraignant. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste précisément à entendre de la part des Américains concernant la garantie de dernier recours ? Qu'est-ce qui manque pour que cela passe d'un premier projet à quelque chose que vous approuvé ou dont vous êtes satisfait? Deuxièmement, concernant le prêt, à quel point est-il important pour vous d'obtenir la promesse de ce prêt maintenant pour vos négociations avec les États-Unis? Nous savons que vous subissez des pressions sur le territoire du Donbass et de Donetsk de la part de l'administration Trump. Avez-vous besoin de cet atout dans ces discussions pour leur montrer que vous disposez des fonds nécessaires pour continuer à vous battre? Vous avez tout à fait raison de dire que toutes ces questions sont interconnectées. Ces questions sont effectivement interconnectées. L'argent est nécessaire pour la Russie, et personne ne peut utiliser ces avoirs russes comme moyen de pression contre nous. Nous voulons une solution, c'est certain, donc, cela ne fait pas partie des négociations. Nous voulons disposer de cet outil pour nous soutenir. Nous sommes plus confiants dans le style de négociation avec un tel outil qu'en son absence. Et à la question de savoir comment vous tiendrez une année de plus si vous n'avez pas d'argent, il y a une réponse immédiate. De telles questions ne se posent alors pas. En attendant, de telles questions sont dans l'air. Nous voulons éliminer tout le superflu et nous concentrer sur les véritables raisons qui peuvent réellement arrêter Poutine. Et là où les négociations sont vraiment difficiles pour nous. Par conséquent, si la question des finances n'est pas réglée, la question du Donbass se posera. Concernant le Donbass. Et ces questions sont liées pour nos partenaires.
L'Est et les garanties de sécurité. Je pense que la fin de la guerre dans son ensemble, et pas seulement la question territoriale, mais la fin de la guerre dans son ensemble, est liée aux garanties de sécurité. Parce que sans garantie de sécurité, cela ne signifie pas que c'est la fin. Sinon, ce n'était qu'une sorte de pause, et lorsque la Russie décidera, eh bien, je suis prêt à recommencer l'agression, elle le fera. C'est-à-dire qu'il faut avoir de telles garanties qui disent clairement à tout le peuple ukrainien, aux Européens, aux investisseurs, aux entreprises américaines, à tout le monde. Les personnes qui vivent principalement en Ukraine, celles qui veulent revenir en Ukraine, celles qui veulent investir de l'argent en Ukraine, les Européens qui souhaitent voir l'Ukraine comme membre de l'Union européenne. Et pour tous, ce sont des questions très importantes. Quelle garantie de sécurité l'Ukraine d'après-guerre aura-t-elle? Et ici, c'est bien voté, parce que personne ne croit au mémorandum de Budapest ni aux accords de Minsk 2, 3, 5, 8. On souhaite que cela soit voté. Mais est-ce suffisant, demandez-vous? Je pense que c'est important. C'est un détail que l'Ukraine n'a jamais eu. Non. Il y a une armée forte là-bas. Et donc, lorsque nous discutons des garanties de sécurité avec les Américains, je leur en suis reconnaissant. Nos militaires en discutent. C'est une question de qualité et de quantité de l'équipement de l'armée ukrainienne. Et c'est tout à fait juste, c'est quelque chose de visible, et au moins le peuple ukrainien croit beaucoup en une armée ukrainienne forte. Et une armée ukrainienne forte, un contrat adéquat, un salaire, un effectif, une formation, des conditions, et, eh bien, des armes. Avant tout, des armes. Et il y a une question à laquelle je n'arrive toujours pas à obtenir de réponse. Je ne peux pas, cela ne veut pas dire que quelqu'un ne le veut pas. Nous n'en sommes tout simplement pas encore arrivés là. La question concerne toutes les garanties de sécurité. Quand vous n'avez pas l'OTAN, mais que vous avez quelque chose comme l'OTAN, avez-vous des garanties de sécurité comme celles de l'OTAN? Certains disent même que cela pourrait même être mieux. Je ne sais pas. Je ne me risquerai pas à juger. Je vais seulement essayer d'évaluer une chose. La réponse à la question est de savoir ce que feront les États-Unis si la Russie revient avec de l'agression? Quelles garanties de sécurité aurons-nous? Comment cela fonctionnera-t-il? Comment tous les partenaires agiront-ils? De quelle manière? Avec quelle force arrêteront-ils Moscou? Concrètement. Je pense qu'il faut une réponse à cela. Qu'elle soit non publique, mais qu'elle soit consignée dans certains documents. Président Zelensky, revenons aux avoirs russes gelés. Nous savons que le gouvernement belge est le principal opposant à cela et nous connaissons leurs raisons. Qu'avez-vous dit au Premier ministre belge lorsque vous l'avez rencontré pour essayer de le convaincre? Et pensez-vous avoir réussi à le persuader de changer la position de son gouvernement? J'ai eu une conversation en tête-à-tête avec lui, et j'avais déjà eu une réunion. Il me semble que je lui ai tout dit, et qu'il m'a tout dit. Si cela s'est avéré productif, nous le verrons. Nous avons besoin d'un peu de temps. Journaliste, lors de la dernière réunion du Conseil européen, les dirigeants européens se sont mis d'accord pour répondre aux besoins financiers de l'Ukraine pour les 2 prochaines années. Cela a été acté. Aujourd'hui, la proposition de la Commission concernant les prêts pour la réparation est sur la table. La question est la suivante. Souhaitez-vous que cette proposition soit approuvée pour elle-même et pour le message qu'elle envoie au Kremlin, ou toute autre formule serait-elle acceptable, du moment que l'Ukraine reçoit l'argent? Et deuxièmement, quel message avez-vous pour les dirigeants, au-delà de la Belgique, qui restent encore sceptiques quant à l'approbation de cette proposition? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce discours? God bless.